Bonjour, bon appétit à chacun. Et donc je vais démarrer sur l'intelligence artificielle en vous présentant l'expérience que l'on a au CHU de Dijon depuis maintenant une dizaine de mois de l'installation d'un scanner, donc Canon, mais qui est doté d'un module d'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l'image. Donc c'est ce retour-là. Alors l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Il y a un grand domaine qui est l'intelligence artificielle globale, le machine learning et le deep learning, ou apprentissage profond pour les Français. L'intelligence, si on fait une analogie avec l'analyse, par exemple, d'une image d'un chat, pour lequel on voudrait reconnaître que c'est un chat, l'intelligence artificielle globale, ça serait de simuler l'intelligence d'un humain à reconnaître que la photo est un chat, mais par un programmeur qui ferait un programme point par point pour essayer de segmenter l'image et dire que c'est un chat. Le machine learning, si on prend toujours l'exemple de ce chat, de cette image de chat, ça nécessite beaucoup plus de données. Et on va donc mettre en stock une quantité, je sais pas moi, 1000, 2000 ou 3000 images de chats de différentes couleurs, de différentes positions. Et on va donc faire une analogie entre l'image que l'on a et celle qui existe pour pouvoir déterminer que c'est un véritable chat et qu'on fait un diagnostic. Le deep learning, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne va pas, sur cette image de chat, on va le reconnaître, mais par une vraie forme d'intelligence qui va être de reconnaître un logiciel qui va reconnaître les oreilles, un autre qui va reconnaître les moustaches, un autre qui va reconnaître la queue, les pattes, la position quand il est assis, couché, qui dort, qui s'étend dans sa moustache. Et chacune de ces éléments, c'est des couches. Voilà. Et c'est des couches d'interprétation et qui vont faire qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Et ces couches, c'est donc le machine learning avec plein de petits sous-éléments, enfin le deep learning qui sont plein de petits éléments qui vont vous permettre d'interpréter ça. Alors ça, c'est ce qu'on vous représente là, c'est-à-dire que vous avez une image dégradée, une image de mauvaise qualité pour laquelle on voudrait arriver au top du top, qui est cette image-là complètement à droite là. Et cette image, c'est une image qui aujourd'hui au scanner correspond à de reconstruction itérative sur données brutes exclusives. C'est-à-dire c'est la meilleure qualité que l'on peut et qui donne ça. Et à partir d'une image dégradée, on va apprendre à la machine par différentes couches. Elle va regarder comment ça se passe, comment retirer les artefacts dans la graisse, les artefacts de mouvement, les artefacts de calcification, les artefacts de stent, de tout ça. Couche par couche, on va analyser ça de façon automatique. C'est un peu une boîte noire. D'ailleurs, même les mathématiciens ne savent pas très bien comment fonctionnent les réseaux de neurones. C'est un peu complexe. Et d'ailleurs, des gens travaillent là-dessus pour essayer de comprendre comment ça marche. Mais en résultat, ça marche quand même. Il y a un vrai apprentissage pour arriver à une belle image. Pour ce scanner, il y a à peu près 100 000 examens qui ont été mis en usine et qui ont permis de déconvoluer de façon à obtenir cette qualité d'image. Alors nous, dans la machine, ce que l'on a, on achète une machine, ou on nous la donne, je ne sais pas. Non, on l'achète, je crois. On achète une machine, et sur cette machine-là, on met le module d'intelligence artificielle tout fait. C'est un truc fait. Il apprend plus, et il a déjà appris, il a fait. Il traite les données brutes pour en donner une image de bonne qualité. C'est ça le principe. Il y a deux points importants, majeurs, pour la réussite de ce deep learning sur le bruit que l'on veut diminuer. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait des qualités d'examen pour l'apprentissage qui soient au top. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui donne le but à atteindre, qui est le top du top. Et la deuxième, c'est qu'il faut une très grande quantité d'examens pour qu'il puisse apprendre, pour arriver à la qualité idéale. Mais c'est énormément d'examens, et là c'est 100 000 examens, mais ça veut dire que pour chaque organe, pour chaque pathologie, enfin pas pathologie, pour chaque région anatomique analysée, il faut analyser plus de 100 000 examens. Et ça s'est fait en usine. Alors voilà le résultat que l'on peut voir, par exemple. Alors ça s'appelle ACE, donc AICE, ACE, qui est donc l'intelligence artificielle avec le deep learning, pour réduire le bruit. Donc on part d'une image de ce type-là, pour arriver à cette image-là, qui est cette image qui était en fait une image qu'ils appellent FIRST chez Canon, qui correspond à la reconstruction itérative sur les données brutes complètes. C'est-à-dire c'est la meilleure qualité. Le problème de ce type d'imagerie, c'est que ça met 3, 4 ou 10 à 20 minutes pour être traité. Donc c'est beaucoup trop long dans un service de radiologie d'urgence comme ce qu'on a. On ne va pas attendre 20 minutes pour savoir si le patient a quelque chose, puis il y a des autres patients qui viennent derrière, et donc il faut absolument aller plus vite. Et donc c'est pour ça que ce traitement est intéressant. La quantité d'examen est fondamentale et elle est d'autant plus importante que le deep learning n'est pas limité. C'est-à-dire qu'il apprendra toujours plus. C'est-à-dire que je pense que la prochaine version que nous fournira Canon, qui sera plus avec 100 000 examens, mais 150 000, 200 000 ou 300 000 examens, sera encore meilleure que celle qu'on a aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de limitation. Ce qui est un peu différent du machine learning, où le machine learning, à un moment donné, on arrive à une certaine limite, où la machine n'apprend plus. Là, on apprend tout le temps.
Alors voilà un exemple d'une image bruitée qui va progressivement se transformer en une image en passant dans le logiciel de deep learning qui a été mis, le module. Donc vous voyez que petit à petit, on arrive à enlever les artefacts et se rendre une image de très bonne qualité. Alors au CHU de Dijon, donc on a eu la chance d'avoir ce premier scanner de France équipé d'une intelligence artificielle sur la qualité d'image. Et c'était également le premier scanner en Europe à faire ça. Ce scanner du CHU de Dijon, c'est un scanner qui est installé aux urgences, qui a une grosse activité, puisqu'on fait plus de 18 000 examens, donc c'est entre 40 et 80 examens par jour, avec une grande file qui se passe, et qui est réservée donc aux urgences de l'hôpital et aux urgences externes, donc ce qui vient de dehors et ce qui vient de l'hôpital. Alors, quels sont les avantages d'avoir ce module dans son traitement? Le premier avantage, c'est la réduction de dose. Alors, la réduction de dose, je vous montre ici un patient que l'on a eu la chance d'avoir à 3 périodes différentes de scanner. Ça, c'était à l'image de gauche, c'est l'ancien scanner que l'on avait, qui est donc une reconstruction itérative hybride, donc mix, données brutes et images. Une autre construction hybride de chez Canon, qui a déjà plusieurs années d'expérience et qui est un peu meilleure. Et puis complètement à droite, le traitement ACE avec l'intelligence artificielle. Quand vous regardez ces images de loin comme ça ou de près, vous dites bon, c'est à peu près pareil, c'est la même qualité. Pour cette même qualité, la DLP était de 300 sur le premier examen, de 121 sur le deuxième examen et de 70 sur le dernier. Donc la réduction de dose s'est faite de façon majeure, de plus de 77% de la première version à la deuxième, ou même déjà de presque la moitié entre les deux dernières versions. Cette réduction de dose, ça dépend des régions anatomiques, ça dépend où on est. Elle va de 20 à 50% par rapport à une reconstruction IDIR 3D qui est déjà quand même une itérative hybride de bonne qualité. Par exemple, sur un scanner cardiaque comme celui-ci, vous avez une image bruitée de scanner. C'est des scanners faits les bras le long du corps, donc dans des mauvaises conditions, dans des situations où on aura beaucoup d'artefacts. Et vous voyez qu'après traitement, on a quand même une amélioration spectaculaire de la qualité, alors que la dose est diminuée de 79%. Le deuxième avantage, c'est l'amélioration de la qualité. L'amélioration de la qualité, c'est donc lié à la réduction significative du bruit. Et par ailleurs, on travaille avec une machine qui a des détecteurs de 0,5, ce qui fait qu'on a une résolution spatiale qui est améliorée et une excellente résolution en contraste. Ça permet d'augmenter et la résolution spatiale et la résolution en contraste. Vous voyez ici sur cet exemple avec des bulles, il y a une DLP qui était à 37, ce qui est extrêmement faible, alors que la qualité d'image reste très bonne. Voilà encore une amélioration de la qualité d'image de 30 à 50%. Alors, soit que l'on la mesure par rapport à des ROI, soit qu'on la mesure de façon subjective avec des lecteurs en aveugle de ce que c'est. Donc, voilà le type d'image sans injection, temps artériel, temps portal sur un abdomen. Vous voyez que la délimitation des bords, la densité de la graisse n'est pas du tout artefactée. Les bords sont très nets et l'image est de très bonne qualité. Enfin, cette amélioration de la qualité d'image permet d'améliorer la confiance diagnostique que l'on a. Là, juste un exemple, c'est une suite à une césarienne avec un saignement utérin, où on fait une imagerie avec la visualisation de la fuite active, et on peut cumuler les avantages de cette qualité d'imagerie, par exemple par une cartographie d'iode, puisqu'on soustrait le sans injection avec l'injection, avec des qualités diagnostiques d'imagerie d'iode qui vont être bonnes parce que le bruit n'est pas là, il n'y a plus de bruit. Autre confiance diagnostique, par exemple sur un examen comme celui-ci où vous avez donc un temps artériel sur l'aorte, une aorte athéromateuse, des stents iliaques, pour aller voir à l'intérieur des stents iliaques, est-ce que c'est de bonne qualité? Vous voyez que sur la reconstruction que vous avez ici, on a une excellente résolution, on n'a pas d'artefacts liés aux calcifications, on n'a pas d'artefacts liés aux stents, comme vous pouvez le voir, on a des bords intéressants, et puis même quand on les recoupe, vous pouvez voir ici qu'on voit à l'intérieur du stent, s'il y avait une hyperplasie, s'il y avait quoi que ce soit, on le verrait, puisque le blooming autour du stent est diminué. Et puis, tous ces éléments-là, donc réduction de dose, amélioration de la qualité, confiance diagnostique, vont également vers l'amélioration de la prise en charge des patients et le workflow des patients, notamment dans un service de radiologie d'urgence comme celui dont on bénéficie. Et par exemple, pour l'exploration des AVC. L'exploration des AVC, bon, certes, on peut faire des IRM, mais dans le monde entier, vous savez que l'exploration des AVC à la phase aiguë se fait par du scanner. Et le scanner, par exemple, cette patiente de 82 ans, on va lui faire le scanner cérébral sans injection, l'angioscanner, comme vous le voyez ici, la boîte d'angioscanner,
Le scanner de perfusion sur la tête pour voir la viabilité tissulaire du parenchyme cérébral. Et enfin, on peut faire une exploration cardiaque pour voir s'il n'y a pas des thrombus cardiaques, par exemple. Le patient est dans la condition d'urgence, qui est compliquée, avec les bras le long du corps, donc ce n'est pas les conditions idéales. Donc voilà le scanner sans injection qui montre une petite hyperdensité de la cérébrale moyenne. Une imagerie de perfusion qui vous montre un grand délai, ici, de perfusion sur tout le territoire cérébral moyen, avec une perfusion un peu diminuée et un volume préservé, ce qui laisse présager une bonne récupération si on retire le caillot. Et quand on fait le scanner dans le même temps de l'injection, vous voyez qu'on arrive à voir ici un thrombus dans l'auricule, de façon très claire et très nette, alors que le patient a le bras le long du corps, que c'est 82 ans, que c'est dans les conditions d'urgence, pas idéal avec des patients agités et qui ne sont pas bien. Ces éléments-là, avec une faible dose, donc ça permet de réaliser le scanner cardiaque à la phase aiguë de l'AVC, ce que l'on fait maintenant, on doit être à quelque chose comme 800 patients, de diagnostiquer des thrombus cardiaques qui peuvent être dans l'auricule ou ailleurs, de voir aussi des anomalies de la paroi du cœur, et qui vont donc modifier notre attitude thérapeutique sur le plan d'anticoagulation. Ce patient-là a pu bénéficier d'une fibrinolyse par voie veineuse, d'une thrombectomie cérébrale, et un scanner de contrôle à 24 heures qui ne montrait pas qu'il y avait constitution d'AVC, mais comme il y avait des thrombus, on l'a tout de suite mis au traitement anticoagulant, de façon à ce qu'il puisse sortir. Et là, on a eu un grand bénéfice, ce n'est pas toujours le cas, mais disons globalement, la prise en charge s'est faite que le patient s'en sort sans déficit résiduel au bout de 2-3 mois, parce que la prise en charge a été forte. Donc ce type de reconstruction, de reconstruction par deep learning, LACE, permet d'envisager d'autres acquisitions complémentaires qui seraient difficilement réalisables auparavant en conditions de dose et de facilité d'utilisation. Et donc il y aura probablement un impact de l'amélioration de ces prises en charge initiales par des études médico-économiques qu'il faut que l'on mène dans le futur. Alors voilà aussi aucun compromis, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus de questions. Ici, c'est une femme enceinte qui a un traumatisme. On veut savoir si elle a un pneumothorax, parce qu'elle a très mal au thorax, avec une fracture de côte. On pouvait lui faire une radio de thorax, mais là, on a choisi de lui faire un scanner en ultra low dose, 7,8 de DLP, 0,1 millisievert. Donc c'est extrêmement faible. Vous voyez que la qualité, finalement, de cet examen est quand même relativement bonne par le traitement de la réduction du bruit par l'intelligence artificielle. Elle avait une petite fracture de côte, et donc on pourrait le voir un peu mieux par ce qui sera le topo suivant sur la façon de bien visualiser les anomalies osseuses. Toutes ces données que je vous dis, ce n'est pas simplement moi qui dis ouais, c'est génial, c'est super. C'est prouvé, donc il y a de la littérature scientifique qui a analysé ça précisément sur le scanner cardiaque, comme vous voyez ici, où la conclusion, c'est que le deep learning permet de réduire le bruit de l'image et améliore la qualité de l'image, par exemple pour du scanner coronaire. Ici, dans un scanner abdominal pour améliorer également, mais c'est sur un scanner haute résolution. Nous, on a récemment, hier, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir le voir, on a parlé effectivement de la réduction de dose des scanners cardiaques au cours des AVC comparé à la réduction itérative avec l'amélioration de la qualité. Et puis, on a aussi, quand on analyse bien tout ça, 3 abstracts acceptés au RSNA sur ce type de sujet, que ce soit la prise en charge des AVC où on peut améliorer les choses, la qualité de l'imagerie cardiaque avec le bras le long du corps en même temps qu'un AVC, et puis la qualité de l'angioscanner dans l'embolie pulmonaire, par exemple. Cette façon d'utiliser le deep learning pour améliorer la qualité de l'image, elle est là appliquée au scanner, mais on peut aussi l'appliquer sur d'autres domaines de l'imagerie, comme par exemple l'IRM. Vous avez ici une imagerie cérébrale T2. On peut appliquer le même type de module pour réduire les artefacts et obtenir l'image de droite, qui finalement améliore très nettement la qualité d'image, et de la même façon, on peut améliorer la qualité d'image ou diminuer le temps d'examen, peu importe la façon dont on fonctionne. Voici un autre exemple d'image avec une reconstruction de ce type-là, de deep learning, pour réduire le bruit, sur une image 3 Tesla qui nous vient de Bordeaux, du professeur Doucet et Tourdiaz, sur une image de haute résolution en 3 Tesla d'un hippocampe, ici, et on peut voir que suite à la réduction du bruit, on peut avoir ce type d'image, ce type de qualité. Donc vous voyez que ce domaine-là que l'on met en place aujourd'hui, il va s'étendre dans tous les domaines de l'imagerie en couple pour lequel il y a besoin de reconstruction itérative. Je vous remercie de votre attention. Merci Frédéric. Tu ne nous as pas dit combien tu as dû scanner de chats pour arriver à ces résultats.
Alors, disons que nous, en fait, ce scanner est installé depuis... il était installé sans le module d'intelligence artificielle depuis le mois de novembre dernier, donc ça fait un peu moins d'1 an. Et puis, on a le module d'intelligence artificielle depuis fin décembre. Voilà. Donc, par exemple, sur les scanners d'AVC, c'est un peu plus de 800 cas qu'on a aujourd'hui, par exemple. Mais après, c'est un scanner d'urgence, donc il fait tout. Voilà. Okay. On peut aller plus loin. On peut aller sur... la radio, par exemple, les radios de rachis cervical dans un trauma, voilà. Donc on le fait pas, on fait la radio, on a un doute, finalement ça se termine par un scan, voilà. Ben, on peut imaginer faire directement le scanner en très basse dose, et on a des renseignements bien meilleurs que sur une radio standard pour une iration moindre que les 3 incidences classiques de la radio standard du trauma. Mais il y a plein d'applications de ce type-là. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Sinon, où est-ce que tu mets le curseur si tu dois, c'est toujours une affaire de compromis, l'imagerie. Est-ce que tu préfères diminuer un petit peu la dose, mais avoir une bien meilleure qualité d'image, ou est-ce que tu préfères au contraire garder une qualité constante et diminuer considérablement la dose ? Oui, c'est plutôt ça. On garde une qualité d'image à peu près constante. Ouais. Alors, sauf dans certains domaines comme le cœur ou le bras long du corps, où on veut que la qualité soit bonne, mais globalement, on est plutôt parti sur de la réduction de dose. Voilà. Mais on arrive toujours à avoir un petit peu de 20% d'augmentation de qualité. D'accord. Est-ce que ça t'a permis de diminuer la dose de produit de contraste aussi ? Alors, on n'a pas travaillé encore la diminution de dose du produit de contraste, mais on pourrait imaginer le faire. Nous, on n'a pas travaillé du tout là-dessus, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, bien sûr. OK. Ouais, une question, oui, devant. Est-ce que ça a créé pour vous quelques images de fausses positives ? Non, pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'il faut voir maintenant, c'est que cette machine, elle tourne tout le temps. C'est-à-dire que toutes les images qu'on reçoit, qu'on fasse un scanner de n'importe quoi, elles sont toutes traitées par le module d'intelligence artificielle. Comme c'est un workflow qui ne prend pas de temps, nous, c'est en permanence. Voilà. Ce qui fait que c'est que quand on fait une étude qu'on compare par rapport à la reconstruction normale, il faut qu'on reprenne les données brutes, qu'on reconstruise normalement, et à ce moment-là, on compare. Donc, on le fait que quand on étudie. Ce qui fait qu'on a, j'ai un peu... Je ne pourrais pas vous dire, tiens, précisément, voilà, mais on s'en sert tout le temps. Voilà. Okay, merci. Je pense qu'on va, pour des raisons de temps, on va être obligé de... Merci Frédéric, de passer à l'orateur suivant. J'appelle Alain Blum de Nancy.